Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du mercredi 4 mars. Voici tout de suite les titres de l'actualité parisienne. Le coronavirus touche désormais aussi les Hauts-de-Seine. Un employé d'une entreprise du département a été diagnostiqué positif ce mercredi. Des tests sont actuellement menés sur son entourage. En Ile-de-France, plus d'une trentaine de cas ont été détectés. Patrick et Isabelle Balkany condamnés à 3 ans de prison ferme. La Cour d'appel de Paris a confirmé ce mercredi la peine prononcée en première instance. Le maire de Levallois-Perret et son adjointe écopent également de 10 ans d'inéligibilité. À suivre dans ce journal. Demi-finale de la Coupe de France ce soir entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Une finale avant l'heure mais surtout une répétition générale avant le 8e de finale. Retour face à Dortmund la semaine prochaine. Les hommes de Tourelle sont attendus au tournant. Le temps de ce mercredi avec Virgilia S. Bonjour à tous, et le défilé de perturbations continue pour cette semaine avec une nouvelle arrivée ce matin par la façade atlantique qui gagne progressivement le bassin parisien. Regardez l'animation radar, les premières pluies donc qui sont arrivées du côté de la Bretagne en allant jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine et qui progressivement continuent leur route en direction des régions centrales et d'une grande partie de la France d'ailleurs. Alors, résultat, la carte de cet après-midi que j'ose à peine vous montrer sur le bassin parisien, un ciel parfaitement couvert, pas une seule éclaircie au programme et surtout quelques pluies. Alors pas de fortes précipitations mais quand même des pluies faibles, de la bruine sur l'ensemble des départements franciliens. Le tout sous des températures qui ne bougent pas, stationnaires, 9 à 10 degrés. Ce sont des températures tout à fait de saison avec 9 degrés pour Vernouillet dans les Yvelines ou encore à Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne, 9 aussi pour l'Essonne et jusqu'à 10 degrés attendus dans les Hauts-de-Seine, à Nanterre ou encore à Paris. La suite du programme, pas franchement réjouissante, pas d'anticyclone en vue, certainement pas pour demain puisque demain on a un nouveau front pluvieux qui va arriver avec de bonnes pluies, une perturbation assez active, un bon arrosage à prévoir et le vent qui va également se renforcer, des rafales autour des 60-70 km/h. Pour vendredi, baisse des températures mais elles resteront de saison avec des conditions un petit peu plus calmes et un peu plus sèches même si on n'est pas à l'abri de quelques gouttes sous les nuages. Et puis samedi, il faudra en profiter puisque les conditions météo s'annoncent un petit peu plus clémentes, alternance entre nuages et éclaircies, un temps sec avant le retour d'une perturbation pour votre dimanche, le vent qui va également se renforcer et donc le parapluie qui sera de rigueur. On va jeter un petit coup d'œil sur la tendance de la semaine prochaine, bien sûr ça reste à confirmer puisque l'indice de confiance est assez bas, mais a priori pour lundi, une alternance entre nuages, éclaircies et quelques averses, de la douceur pour mardi mais sous la pluie. D'ici là on en reparlera dans un prochain bulletin sur BFM Paris bien sûr. On fait maintenant le point sur le trafic en Ile-de-France avec l'extraordinaire Jean-Baptiste Graziani. Le coronavirus touche désormais les Hauts-de-Seine. Un employé d'une entreprise du département a été diagnostiqué positif au virus ce mercredi. Les explications de Margot de Frouville. Et selon nos informations, un premier cas de coronavirus donc détecté positif dans une entreprise des Hauts-de-Seine juste à côté de Paris. C'est à notre connaissance le premier cas dans une entreprise francilienne. L'enquête a démarré, l'enquête sanitaire pour remonter ce qu'on appelle les cas contacts. Ça veut dire qu'un médecin épidémiologiste de l'Agence régionale de santé est en train de voir toutes les personnes qui ont été en contact, surtout celles à moins d'1 mètre et pendant plus d'1 heure avec le patient malade. Il s'agit d'évaluer pour chacune de ces personnes un risque de contamination. Il peut être élevé, modéré, faible ou négligeable. Seules les personnes avec symptômes seront testées. Les autres seront invitées à respecter un confinement à domicile d'une période de 14 jours avec une surveillance de la température 2 fois par jour. À noter également que l'entreprise n'est pas fermée puisqu'elle n'est pas située dans une zone de contamination, dans un foyer avec un regroupement de cas. Qui était l'octogénaire de Crépy-en-Valois, cette 3e victime du coronavirus? Marie-Thérèse Demant avait 88 ans, elle est décédée ce week-end dans l'Oise, département voisin d'Île-de-France et foyer principal du virus. Portrait de Pierre Corieux, Camilla Julis et Hortense Gérard. Ici, c'était son quartier, connu et apprécié de tous. Marie-Thérèse Demant, 88 ans, est la 3e victime du coronavirus en France. Donc voilà, c'était un peu son église. Le curé de cette paroisse l'a vu ici pour la dernière fois il y a 2 semaines. Marie-Thérèse, je crois que c'est vraiment une vraie figure de la paroisse et du quartier. Et d'apprendre son décès, forcément ça m'a touché. Association pour jeunes ou personnes isolées, tous ceux qui l'ont côtoyée se souviennent d'une personne très impliquée. Ouais, elle était très attentive aux autres. Elle avait un foutu caractère, ça je pense qu'on peut le dire. Et c'est ça qui lui permettait, je pense, de s'exprimer, de faire valoir ses idées. Marie-Thérèse fait partie de ces personnes âgées qu'on voit toujours
et dont on n'imagine pas qu'elle puisse disparaître un jour, si vous voulez. Donc ça a été un choc, une surprise en tout cas. Marie-Thérèse est décédée ce week-end à l'hôpital de Compiègne. À l'origine, elle était hospitalisée à cause d'un hématome, mais elle a été testée positive au coronavirus après sa mort. Pour le moment, impossible de savoir où et quand elle a contracté le virus. Selon sa fille que nous avons contactée, si elle a attrapé le coronavirus, c'est parce qu'elle sortait et qu'elle allait vers les gens. À la mauvaise surprise générale, le Louvre était fermé depuis dimanche à cause du coronavirus. Eh bien, il a rouvert ses portes ce mercredi. On retrouve sur place Marguerite Dumont, reporter BFM Paris. La décision a été prise après une assemblée générale du personnel. Ils ont approuvé les mesures prises par la direction. Je vous le rappelle, le musée du Louvre était fermé depuis dimanche. Les agents exerçaient leur droit de retrait en raison des risques liés à l'épidémie du coronavirus, du passage au stade 2. Pour Christian Galani de la CGT Culture, la direction a enfin pris la mesure de la situation. On l'écoute. Il est maintenant décidé que les toilettes et les latrines dans cet établissement soient entretenues régulièrement. Autre mesure, évidemment, d'effectuer des contrôles à une certaine distance pour se protéger des personnels, des visiteurs qui seraient éventuellement porteurs du virus sans le savoir. Il est question d'éliminer également l'utilisation des espèces pour éviter justement à travers l'utilisation des espèces la transmission du virus. S'agissant des personnes qui partent en convoiement d'œuvres, il est évidemment question qu'elles ne passent pas par les zones à risque. Tout au plus pourraient-elles transiter mais sans s'y arrêter. Et puis pour les personnels qui habitent dans des zones à risque, il est envisagé qu'ils puissent bénéficier d'une autorisation d'absence avec un maintien de salaire. La CGT Culture qui explique que si l'épidémie du coronavirus passait en stade 3, les agents pourraient à nouveau exercer leur droit de retrait si des mesures ne suivaient pas. Les professionnels du spectacle sont inquiets après les attentats de 2015, les gilets jaunes et puis plus récemment les grèves. Ils ont été reçus lundi par le ministre de l'économie. Ils demandent notamment un soutien financier pour affronter cette crise sanitaire. On écoute tout de suite Malika Seguino, directrice générale du Prodis, le syndicat des producteurs de musique, des théâtres privés et des cabarets, au micro d'Emmanuel Lebron. Il y a l'impératif de santé publique, mais il y a également une économie qui doit continuer à fonctionner. Comme on reste dans l'interrogation de se demander si on doit attendre l'annulation par un arrêté ou si on doit se contenter du communiqué de presse du ministre, c'est ça la priorité première aujourd'hui pour nos entreprises. C'est est-ce que le concert que moi j'ai ce soir, qui est censé rassembler plus de 5000 personnes, est annulé ou ne l'est pas? Est-ce que je dois attendre que le préfet publie un arrêté pour annuler? Est-ce que ça va suffire à me permettre de déclencher mes assurances? Ce sont ces questions extrêmement concrètes que nous traitons au quotidien en ce moment. Et après les artistes, les chauffeurs de bus aussi sont inquiets. D'ailleurs, certains font valoir leur droit de retrait depuis lundi, estimant ne pas être assez protégés. Écoutez justement l'un d'entre eux. Nous, en fait, ce qu'on demande, c'est mettre en place un dispositif et les moyens nécessaires pour travailler dignement, que ce soit pour les salariés de la Strave comme pour les usagers. On considère que pour nous, les moyens ne sont pas à disposition par l'employeur, à savoir qu'on passe à un stade 2, qui a des prérogatives à respecter, c'est-à-dire se laver les mains régulièrement. Et on ne comprend pas en fait en gros comment on en arrive à un stade où on fait rouler les conducteurs dans des endroits où pendant 7 heures, 8 heures, il n'y a pas de point d'eau, il n'y a pas de savon. Les gels hydroalcooliques à l'heure actuelle, ils sont en rupture de stock, ils n'en ont pas. Les lingettes désinfectantes, ils ont été en achetés en grande surface mardi après-midi. Et pour ce qui est du renforcement du nettoyage en fait, et la désinfection des véhicules, il y a un engagement qui est tenu par l'employeur. Il s'est engagé à renforcer et à mettre en place des nettoyages de véhicules le soir, mais on n'a pas la date, on ne sait pas à partir de quand, on ne sait pas avec quel produit. Est-ce que ça sera des produits simplement nettoyants ou désinfectants? On n'a aucune nouvelle, aucune information sur ça. Dans ce contexte et pour faire face à l'afflux de patients dans les services d'urgence, un premier centre de dépistage du coronavirus en ambulatoire vient d'ouvrir à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Mais alors, comment les patients sont-ils accueillis? Élément de réponse avec Baptiste Quetta et Pierre Corieux. Derrière ces portes, des patients sont en train d'être dépistés du coronavirus. Personne ne peut donc y entrer. Ouvert depuis lundi, ce service est à l'écart de l'hôpital et a été conçu de façon à ce que les patients ne se croisent jamais. Vous voyez, il y a simplement une chaise, on va mettre juste un petit écouvillon dans la narine, ça dure quelques secondes, hein, mais ces box donc, sont protégées, sont bien aérées pour éviter évidemment tout risque de propagation entre les patients. Ici sont accueillis les patients que le SAMU a jugé nécessaire de faire dépister. Une fois testé, le patient repart chez lui, avec un masque, en attendant les résultats délivrés en 24 heures.
Une unité ambulatoire qui permettra de désengorger les hôpitaux si le nombre de personnes infectées venait à augmenter considérablement. C'est-à-dire qu'on ne gardera à l'hôpital que des patients qui finalement auront des critères de gravité, qui auront des critères qui nécessitent de l'oxygène, des soins et donc une hospitalisation. Il y a 5% de formes graves et tout l'enjeu du système hospitalier, c'est de pouvoir accueillir ces 5% de formes graves qui nécessitent, eux, une hospitalisation. Depuis lundi, une trentaine de patients ont déjà été accueillis. La mairie de Paris, de son côté, se veut rassurante. Une nouvelle cellule de crise a eu lieu hier pour faire un point sur la situation et évoquer les dispositifs mis en place dans la capitale. Les précisions d'Alexia Elisabeth avec Jordan Klein. Direction la cellule de crise de la ville de Paris pour Anne Hidalgo. Autour de la table, tous les maires d'arrondissement objectifs, faire un point d'étape sur la préparation de la capitale face à une intensification du coronavirus. Plusieurs sujets sont alors évoqués, de la présence de savon ou gel hydroalcoolique dans les écoles, au dispositif pour les EHPAD. Là, nous avons déjà des règles strictes en matière d'hygiène, en matière de visite de ces personnes pour empêcher l'entrée du virus dans ces établissements où nous avons des personnes particulièrement vulnérables à ce type d'infection. Autre sujet, les municipales qui se tiennent dans 10 jours. Si Anne Hidalgo attend encore les consignes du ministère de l'Intérieur sur un plan global de nettoyage des écoles, elle compte déjà mettre en place certaines mesures. On a évoqué les questions de nettoyage, évidemment, des écoles qui sont souvent les lieux d'accueil de nos bureaux de vote. Et on a plus de 400 bureaux de vote à Paris. La nécessité de prévoir des réservistes pour pouvoir tenir les bureaux. Pour l'instant, aucun doute sur la tenue de ces élections. Elles sont, à l'heure actuelle, bien maintenues. En Ile-de-France, c'est la course au gel hydroalcoolique. Des pharmacies sont d'ailleurs déjà en rupture de stock et on assiste à une flambée des prix jusqu'à 7 € le flacon contre 2 € habituellement. L'assistance publique a connu un vol massif aussi de gel ce week-end dans plusieurs de ses hôpitaux comme à Bichat. Au total, au moins 1200 flacons ont été dérobés ainsi que 8300 masques de protection. Des plaintes doivent être déposées, la sécurité des stocks a été renforcée. Et le coronavirus qui a également des impacts sur l'économie locale, restaurants, bars, commerces, même des complexes sportifs sont vides ou complètement fermés. On fait le point avec David Dunal à Crépy-en-Valois. Le quotidien des habitants est perturbé depuis plusieurs jours à Crépy-en-Valois. Le marché par exemple n'a pas eu lieu ce matin sur la place centrale et plusieurs lieux sont fermés par arrêté. La piscine, les salles de sport mais aussi la salle de cinéma. Regardez, l'arrêté a même été affiché sur la porte d'entrée, la porte qui reste close. Les derniers clients ont été évacués dimanche soir et pour tous ces établissements, les pertes sont importantes. C'est le cas aussi des restaurants de la ville. L'établissement voisin, par exemple, a dû réduire ses horaires d'ouverture et les produits à la carte. Ça y est, la Cour d'appel de Paris a rendu son verdict. Patrick Balkany est condamné à 4 ans de prison ferme, dont 1 avec sursis. Les détails d'Alexandra Gonzalez depuis le tribunal de grande instance de Paris. Patrick et Isabelle Balkany sont arrivés, sont repartis ici à la Cour d'appel sans dire un seul mot, contrairement à leur habitude. Patrick Balkany, le visage marqué, visiblement toujours affaibli et amaigri depuis sa sortie de détention. Aujourd'hui, ils ont été condamnés à des peines de prison ferme pour la fraude fiscale. Patrick Balkany a été condamné à 4 ans, dont 1 avec sursis, et Isabelle Balkany, 3 ans de prison ferme. Tous deux échappent à l'incarcération immédiate du fait de leur état de santé et de leur âge, mais la présidente de la Cour d'appel a vivement critiqué leur attitude et a souligné l'ampleur exceptionnelle, ce sont ces mots, l'ampleur exceptionnelle de cette fraude fiscale commise entre 2009 et 2015, plus de 4 millions d'euros d'impôts qui n'ont pas été payés au fisc. Pendant la lecture du jugement, Patrick et Isabelle Balkany avaient la tête baissée, ils ne regardaient pas la présidente et je vous le disais, sont sortis sans dire un mot. Ils ont été également condamnés à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. Ça veut dire que cette peine s'applique tout de suite et désormais c'est au préfet des Hauts-de-Seine de décider de la suite pour Patrick et Isabelle Balkany concernant leur mandat de maire et maire adjoint de Levallois-Perret. Dès aujourd'hui, le préfet pourrait leur demander de quitter leurs fonctions à la mairie de Levallois-Perret et de démissionner. Affaire à suivre donc dans la journée. Vous regardez BFM Paris, la chaîne des municipales, et jusqu'au premier tour, on passe en revue les thèmes de campagne. Aujourd'hui, c'est la propreté, c'est l'une des priorités des électeurs qui constatent depuis des années les dégradations dans les rues parisiennes, et ce, malgré le travail des agents municipaux. C'est l'enquête Paris Plus du jour, signée Léna Marjac et Tiffaine Pocolandel.
Des déchets et des encombrants abandonnés sur le trottoir sans autorisation, parfois même juste au pied des poubelles. Cette image est visible un peu partout dans la capitale. Sur le sol, des mouchoirs usagés ou encore des canettes écrasées. Ces Parisiens l'affirment, leur ville est de plus en plus sale. On se dit sincèrement, c'est dommage que ce soit aussi dégueulasse. Ça devient insupportable de sortir de chez soi avec du vomi, avec une odeur d'urine. Je crois qu'il faut que chacun prenne conscience qu'on ne jette pas dans la rue. Il faut aussi que les services de nettoyage puissent suivre. Nous sommes le jour d'une manifestation contre le projet de réforme des retraites. Le cortège progresse. Derrière, les éboueurs entrent en action. Le but, c'est de nettoyer la chaussée pour que la circulation soit ouverte en sécurité. Certains déblaient les trottoirs pour tout mettre sur la chaussée. Les laveuses prennent ensuite le relais. D'autres remplissent les sacs plastiques qu'ils déchargent dans le camion. Après plusieurs heures à tourner dans Paris, près de 2 tonnes de déchets sont ramassés. C'est quand même assez intensif, il n'y a pas de moment de répit, quoi. On n'est pas là pour vraiment pignoler, on est là pour enlever le plus gros. Leur mission est finie. Ils seront ensuite relevés par une équipe de nuit pour terminer le travail. En dépit de leur passage répété, les trottoirs restent sales. Pourquoi ? Des associations pointent du doigt les incivilités. Pour aider les éboueurs, ils organisent donc des collectes, des actions civiques et citoyennes, souvent au bord de l'eau, comme ici le long du canal Saint-Martin. Les mégots, c'est le déchet numéro 1 que l'on retrouve, mais en top 10 des déchets qu'on puisse retrouver ici même ou vraiment à l'intérieur de la ville, en pleine rue, ça va être les bouteilles en plastique, les sacs plastiques et principalement les plastiques à usage unique. Des incivilités que la ville de Paris souhaiterait pouvoir sanctionner plus sévèrement. 68 €, c'est pas assez, il faut monter beaucoup plus haut. 150 € pour un simple mégot parce que ça pollue énormément un mégot. 300 € pour un épanchement sauvage d'urine et monter jusqu'à 500 € quand on a un dépôt sauvage de gravats, d'encombrants. Paris consacre chaque année 600 millions d'euros au nettoyage de ses rues. La direction de la propreté de la capitale compte 7500 agents. Et si Paris est si souvent critiqué pour sa saleté, des hommes travaillent pourtant tous les jours pour nettoyer les rues de la capitale. Alors pourquoi Paris est si sale? Écoutez, le directeur de l'Observatoire régional des déchets d'Île-de-France, il était l'invité de Bonjour Paris. On a une production et un renouvellement de la saleté et des déchets en permanence. Et donc ça demande des moyens énormes. Et ces moyens, ils sont là, tous les jours, comme avec plus de 7000 agents, avec des 450 bennes qui font une collecte tous les jours, avec des laveuses, des aspiratrices, etc. Face à une telle densité, plus les emplois, plus les visiteurs, on ne peut pas garantir qu'à chaque instant de la journée, vous avez un Paris immaculé. La propreté, je vous l'ai dit, c'est l'un des enjeux principaux de ces municipales et l'une des préoccupations majeures des Parisiens. Alors quelles sont les propositions des candidats à ce propos? Tour d'horizon des programmes avec Jenna Tsimba. Pour que Paris soit plus propre qu'aujourd'hui, Anne Hidalgo a 3 grands axes. Doubler le budget propreté, miser sur l'éducation et renforcer la verbalisation. Elle demandera à l'État d'augmenter le montant des PV à Paris. Ce n'est pas une prérogative municipale. De 68 € aujourd'hui, le jet de mégot ou encore l'épanchement d'urine, vous compterez 150 à 300 €. Enfin, comme au Gimpo, la première élue veut sensibiliser les petits Parisiens à la propreté dans les écoles et les collèges. Pour la candidate LR, la propreté à Paris est une de ses priorités. Parmi ces mesures, Rachida Dati veut mécaniser les tâches et moderniser les outils avec par exemple des poubelles compactantes qui ne débordent pas quand elles sont pleines. Contre la saleté, la maire du 7e arrondissement veut utiliser l'intelligence artificielle, installer 4000 caméras sur les véhicules patrouilleurs, utiliser aussi la glace carbonique comme à New York pour lutter contre les rats et enfin donner plus de pouvoir aux maires d'arrondissement en leur confiant partiellement la gestion des déchets. On va voir le programme du côté de La République En Marche. Quelle est la mesure phare d'Agnès Buzyn, Jenna ? Parmi les mesures de son prédécesseur, Agnès Buzyn, on a recyclé quelques-unes comme les managers de rue dans chaque quartier. L'idée, c'est qu'avec un numéro de téléphone, chaque Parisien puisse signaler aussi bien la présence de déchets sauvages ou de trottinettes abandonnées. Un système qui existe déjà plus ou moins avec l'application que vous connaissez peut-être Dans ma rue. Pour la collecte des ordures, elle veut la déléguer intégralement au secteur privé, décentraliser la gestion de la propreté pour les confier aussi aux maires d'arrondissement. Et pour les 3 autres grands candidats, sur quoi misent-ils pour
rendre Paris plus propre? Alors pour le candidat écologiste David Béliard, il vise le zéro déchet dans la capitale. Pour ça, il propose de mettre en place une tarification incitative, c'est-à-dire un outil qui se basera sur le principe du pollueur-payeur. Les Parisiens auront un badge pour peser le poids annuel de leurs déchets et de calculer en fonction de ça le montant de leurs taxes. Dans son programme, Cédric Villani parie lui aussi sur l'intelligence artificielle. Le mathématicien imagine des poubelles solaires compactantes avec une alerte transmise aux agents quand les poubelles débordent. Pour repérer la saleté, il y aura des caméras sur les véhicules de la ville avec un logiciel qui reconnaîtra en temps réel différents types de déchets et de salissures. Et enfin, pour que la propreté soit la même aussi bien sur les Champs-Élysées qu'aux portes de Paris, Daniel Simonet veut recruter plus de balayeurs et les fidéliser à certains quartiers. Une manière de créer un lien de proximité entre les agents et les riverains. L'Insoumise estime que quand on connaît la personne qui nettoie, on la respecte et on jette beaucoup moins. Le trafic du RER B fortement impacté ce mercredi sur l'ensemble de la ligne et ce, presque toute la journée. Depuis hier soir, c'est une rupture d'une caténaire qui impacte le trafic. Pour tenter de rétablir l'alimentation électrique, des travaux vont être réalisés. La circulation sera totalement arrêtée après 20h entre Roissy et Aulnay-sous-Bois sur la branche nord de la ligne. La place de la Concorde choisie comme nouveau site pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Le comité international olympique a donné son feu vert mardi. La place située au cœur de la capitale accueillera les épreuves de sport urbain comme l'escalade, le skate ou encore le BMX. Ce ne sont que des exemples puisque le choix des épreuves qui s'y dérouleront n'a pas encore été fait. On passe maintenant au Paris Saint-Germain et à Kylian Mbappé. La direction du club a interdit aux joueurs d'aller participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Présélectionné dans une liste de 80 joueurs, Kylian Mbappé, bien sûr, le joueur du club manifestant le plus son envie d'aller participer aux Jeux de 2020. Un espoir réduit à néant donc, le natif de Bondy devra attendre au moins l'édition 2024 à Paris pour espérer participer à la compétition olympique. Et ce soir, c'est la demi-finale de la Coupe de France entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Une finale avant l'heure et une répétition générale à une semaine du match retour contre Dortmund en 8e de finale de Ligue des Champions. On fait tout de suite l'analyse avec Nicolas Bach. En rang serré pour faire face à la semaine la plus importante de la saison. Lyon d'abord avant Dortmund mercredi prochain. 2 chocs en 7 jours et la possibilité pour un PSG, sevré de grands rendez-vous avant l'aller, de se jauger avant de retrouver le club allemand. Grand défi, grand challenge, match difficile. À Lyon, c'est un grand match en France et c'est une équipe qui a gagné maintenant deux matchs émotionnels, deux grands matchs contre Saint-Étienne et Juventus. Je suis heureux qu'on a la possibilité de jouer un match comme ça. C'est bien pour nous et j'espère vraiment que nous sommes capables de gagner. On veut absolument. Et pour gagner, Thomas Tuchel va devoir trancher. Jouer ou non avec Marco Verratti et Thomas Meunier, les suspendus européens. Donner ou non du temps de jeu à Neymar, absent contre Dijon. Aligner ou non Mbappé et Marquinhos au risque qu'ils se blessent. Des interrogations pour une certitude. Paris va devoir montrer son plus beau visage à Lyon. C'est un grand match qui permettra de sentir l'ambiance interne, mais aussi la forme ou la méforme de certains joueurs. Je pense que c'est important de savoir comment on peut jauger cette équipe de Paris. Si Lyon est en train de se rassurer, par contre Paris, on est en train de se demander où ils en sont et ce qu'ils vont devenir. C'est vrai qu'une victoire contre Lyon en demi-finale permettrait de penser qu'il y a quelque chose à faire et que quelque chose va être bien fait, en tout cas contre Dortmund. Face à l'OL, c'est donc plus qu'un match qui attend le PSG. Gagner permettrait de rassurer et de faire oublier l'hystérie après la déconvenue en Allemagne. Mais il faudra éteindre le Groupama Stadium, une enceinte loin de réussir aux Parisiens. Ils s'y sont inclinés 2 fois lors de leurs 3 derniers déplacements. Pour finir ce journal, c'est l'heure de notre rendez-vous Paris Bon Plan. Cette semaine, première astuce, comment aller dîner dans les plus grands restos parisiens en ne payant que la moitié de l'addition? Réponse avec Nina Godard. On va aller se régaler au restaurant dans des centaines de restos à Paris et ne régler à la fin qu'une addition très allégée puisque les réductions vont de moins 40 à moins 50%. C'est le festival La Fourchette. Ça a commencé le 21 février. La Fourchette comme l'appli, le site pour réserver. Le site exactement pour réserver vos restaurants. Donc voilà, en fait pourquoi ils organisent ce festival? Ça fait 2 ans qu'ils le font.
Ils le font toujours à cette période parce qu'en fait, mars-avril, c'est une période un peu creuse pour les restaurants. Et puis encore plus en ce moment. Ouais, donc, avec l'épidémie de coronavirus, ils souffrent en ce moment les restaurateurs. Exactement. Et du coup, il y a vraiment pas mal de monde qui joue le jeu. Plus de 400 restos parisiens, des bistrots à burgers, des restos indiens, du mexicain et aussi des grandes tables gastronomiques. Il y a par exemple le restaurant Le Marsan d'Hélène Darroze. Vous connaissez la chef Hélène Darroze. Voilà, dans le 6e, son restaurant. Alors on peut aller y manger, j'ai regardé le menu, c'est alléchant, des huîtres au caviar. T'aimes bien, non? Moitié prix, Cola. Ouais, tu peux goûter à ce prix-là. Ouais, je veux bien goûter. Mais je paye pas à ce moment-là. Du filet de bœuf Wagyu aussi. Voilà, le menu en temps normal, il coûte 200 €. En ce moment, il est à 140 €. C'est quand même. Ça reste très cher, mais ça vaut le coup. Mais ça vaut un peu plus le coup. Allez, autre bon plan, Nina. Oui, pour en profiter, rappelle-nous l'adresse. La fourchette. Réserver sur le site obligatoirement. On ne peut pas faire en livraison. Il faut vraiment par la fourchette et ensuite aller sur place. Aller dans le restaurant. Bien noté. Allez, cette nouvelle jardinerie qui va ouvrir vendredi à Paris. On vous en parle dès ce matin sur BFM Paris avec une petite exclue. Oui, l'adresse de cette nouvelle boutique. Donc la boutique, c'est Plantes pour tous. Vous connaissez la marque? Oui, on connaît bien ça. Pour tous, qui organise ses ventes éphémères à chaque fois dans un lieu différent. Ils vendent à chaque fois donc des plantes d'intérieur à des prix très réduits par rapport aux jardineries. C'est 2, 5 ou 10 €. Ça fait 3 ans qu'ils font ces ventes éphémères, qui font un carton. Il y en a eu 70 à chaque fois. Il y a toujours la queue devant ces ventes. Se pressent devant. Et du coup, devant ce succès, ils ont décidé d'ouvrir leur boutique en propre, cette fois, qui sera ouverte tout le temps. Donc ce sera dans le 10e à Paris. Ils nous ont donné l'adresse. Ce sera rue Jean Poulmarche. C'est quartier rue de l'Ancry, par là. Canal Saint-Martin. Voilà, exactement. C'est ce coin-là. Et donc là, il y aura donc toujours des plantes à 2, 5 et 10 €, mais aussi des plantes beaucoup plus chères que ça. Des 20, 30, 40, jusqu'à une centaine d'euros pour les plus grands spécimens au-delà de 2 mètres. Il y aura aussi des pots, des vases, des fleurs séchées, du compost made in Paris. Ah oui, ça devient une jardinerie comme une autre. Absolument. Le compost, il est made in Paris. Les plantes, elles viennent de Hollande, de Belgique, d'Espagne et d'Italie. Et ça, c'est au grand regret de Plantes pour tous, qui dit que le problème, c'est qu'en France, il n'y a plus de production de plantes d'intérieur en série. Ah oui. Donc, ils disent d'ailleurs, si vous produisez, vous, dans votre jardin, des plantes en gros, des plantes d'intérieur, mais vraiment en grosse série, et vous pouvez contacter Plantes pour tous. Ils cherchent des fournisseurs au plus près de leur boutique. Et voilà, donc vous pouvez distribuer dans cette nouvelle boutique. Mais du coup, donc c'est une vraie boutique là, c'est plus éphémère. C'est une vraie boutique ouverte tout le temps, tous les jours. Ça ouvre vendredi, on va rappeler l'adresse, tiens, on vous l'a dit, 10e arrondissement, Canal Saint-Martin, rue Jean Poulmarche. À suivre sur BFM Paris, le coronavirus qui touche désormais également les Hauts-de-Seine. Un employé d'une entreprise du département a été diagnostiqué positif ce mercredi. Des tests sont actuellement menés sur son entourage. En Ile-de-France, plus d'une trentaine de cas ont été détectés.